Merci. La parole est à Monsieur Falorni pour le groupe 2RDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové que nous allons examiner cette semaine dans notre hémicycle en deuxième lecture est un véritable colosse législatif, un des textes les plus volumineux de la Ve République. À section accession à la propriété, hébergement d'urgence, logement social, réforme de l'urbanisme, réforme des professions immobilières, lutte contre l'habitat indigne ou encore engagement de la transition écologique dans les territoires, c'est un vaste programme. Reconnaissons-le, nous avons à peu près tous le même sentiment devant ce texte. 178 articles, pas loin de 350 pages, c'est un projet de loi qui pèse, un projet de loi massif, comme disent nos collègues montagnards. Madame la ministre, vous avez voulu moderniser et engager une réforme ambitieuse, de nombreux domaines en chantier qui en avaient bien besoin, notamment les rapports locatifs et les professions immobilières. Fallait-il aller jusqu'à un texte aussi dense et complexe pour réussir cette réforme? Ce n'est peut-être pas certain, et nous sommes un certain nombre à penser qu'il aurait été plus opportun de concentrer les efforts sur les points qui posent véritablement des difficultés. Cela dit, tous vos prédécesseurs chargés du logement et de l'urbanisme le savent bien, il s'agit de domaines un peu à part dans notre droit français. Le moindre petit détail sur ces sujets relève du domaine législatif. Au cours de la campagne présidentielle, le président de la République avait fait du logement une de ses priorités pour lutter contre la crise du logement, contre les problèmes de mal-logement et les tendances à la hausse des prix de l'immobilier. Ce texte était donc attendu par nos concitoyens et par les élus que nous sommes pour apporter des réponses structurelles de cette crise qui dure depuis trop longtemps et qui touche davantage les plus fragiles. Alors si on vous reproche la densité de votre texte et la quantité de mesures que vous nous proposez, force est de constater que la tâche n'était pas simple et que vous n'avez pas eu peur, en tout cas pas la peur du vide. Face à l'ampleur des réformes nécessaires pour relancer la construction, améliorer les relations entre les bailleurs et les locataires et mettre fin aux abus de certains professionnels de l'immobilier, nous avions besoin d'audace et de propositions fortes. Vous avez eu le courage de les traduire en dispositions législatives et de faire face aux conservateurs qui veulent conserver leurs privilèges. L'avenir nous dira si vous avez choisi la bonne méthode. Dans tous les cas de figure, le constat est unanime. Vous l'avez certes beaucoup entendu pendant les débats parlementaires, mais permettez-moi d'insister. Avoir un logement, c'est bien évidemment une nécessité humaine fondamentale qui assure des conditions d'une vie décente. Or, aujourd'hui, dans notre France du XXIe siècle, c'est pourtant encore un problème quotidien pour de trop nombreux concitoyens, en particulier les plus défavorisés. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître au premier regard, pour un pays développé comme le nôtre, la situation s'aggrave année après année malgré les diverses tentatives pour enrayer ce phénomène. Que ce soit pour ceux qui ne trouvent pas de logement ou pour ceux dont la part de dépenses contraintes consacrées au logement est trop lourde pour vivre dignement, la crise du logement est ressentie au quotidien par plusieurs millions de Français. En moyenne, le poids du logement dans la part du revenu des ménages est passé de 20 à 28% en quelques années. Le nombre de logements qui manquent en France est estimé à plus d'1 million. Nous savons tous que le logement cristallise des angoisses intimes sur le développement harmonieux de la famille, sur le chômage, sur l'autonomie ou sur la crainte du déclassement. Plus elle dure, plus cette crise du logement s'accompagne dans l'opinion d'un sentiment de l'impuissance des élus au niveau local comme au niveau national. Pourtant, nous sommes tous ici d'accord, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons et quelles que soient nos divergences sur la méthode à employer, nous sommes tous ici profondément convaincus que le logement est au cœur de notre pacte républicain. Il s'agit d'un besoin impérieux auquel nous avons le devoir de répondre. Pourtant, le droit au logement figure dans notre bloc constitutionnel dans le préambule de la Constitution de la 4e République.
Dans la décision du 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel considère que la possibilité de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. Pourtant, toutes les grandes lois sur le logement proclament ce droit au logement, de la loi Quillot de 82. Le droit à l'habitat est un droit fondamental. À la loi Mermaz de 1989, en passant par la loi Besson de 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement. Eh bien, malgré nos belles déclarations et nos grandes lois, le constat est implacable. Nous ne parvenons pas à respecter ce devoir de solidarité minimal. Alors faut-il se résoudre à accepter cette situation comme une fatalité? Je ne le pense pas. Et si nous nous sommes engagés en politique, c'est pour essayer d'améliorer la vie quotidienne des gens. Je suis convaincu que nous avons le devoir de nous battre pour renverser ces grandes tendances de dégradation des conditions de logement. Restons lucides, ce projet de loi n'est pas une baguette magique et la majorité de ses effets bénéfiques ne seront pas perceptibles, en tout cas immédiatement. Mais si on prend le temps de chercher et d'analyser, ce texte contient des mesures énergiques qui vont dans le bon sens pour mettre en œuvre le changement dans la justice de notre politique du logement et de l'urbanisme. Sur les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les PLUI, nous sommes attentifs aux revendications des élus locaux et il est certain que le transfert obligatoire et immédiat peut poser certains problèmes dans des situations particulières. Nous devons entendre les mécontentements pour assouplir un peu le dispositif et abaisser la majorité de blocage comme nous vous le proposerons dans nos amendements. Mais c'est le sens de l'histoire. Nous y viendrons de toute façon, et c'est une modernisation globale nécessaire pour notre République. La mise en place d'une garantie universelle locative mérite des éclaircissements que vous ne manquerez pas de nous donner au cours des débats, Madame la Ministre. C'est au départ une bonne idée partagée par de nombreux spécialistes du logement, mais qui bute sur des écueils d'applicabilité dans les contraintes financières que notre pays connaît. Nous reconnaissons l'importance d'inscrire dans la loi un devoir de solidarité mutuelle pour donner les moyens à des millions de nos concitoyens qui n'ont pas forcément des cautions solides de trouver un logement en protégeant les propriétaires contre le risque d'impayés. En continuant le travail que vous menez sur ce sujet, en concertation avec les sénateurs et les députés, nous souhaitons aboutir à un mécanisme gagnant-gagnant pour assurer aux propriétaires la perception des loyers qui est parfois indispensable, qui leur est parfois indispensable pour vivre. Nous vous proposerons un amendement pour mettre en place une GUL qui ne soit pas l'usine à gaz annoncée par ses détracteurs, reposant sur un contrat socle et un établissement public. Une GUL qui évite le gaspillage d'argent public, qui concentre les efforts sur le traitement social des locataires de bonne foi, rencontrant des difficultés de paiement de loyer suite à un accident de la vie. Ainsi, la mise en location sera encouragée, la confiance des bailleurs sera restaurée et l'accès au logement sera moins difficile et moins discriminant. Ensuite, l'encadrement des loyers n'est pas en soi la meilleure idée et a connu de tristes précédents. Votre dispositif est assez souple et comporterait même des risques potentiels si le loyer médian majoré était choisi de façon généralisée. Mais pour les zones très tendues, où l'augmentation des loyers est devenue véritablement insupportable, il fallait agir afin de ne pas exclure définitivement les plus pauvres. Sur la simplification et la sécurisation de la location, la limitation des frais d'agence et de syndic, la réforme des professions immobilières et la lutte contre l'habitat indigne, ce sont des objectifs que nous partageons et nous soutenons les dispositions prévues dans le projet de loi. Nous avions besoin de ces mesures fortes pour mettre un terme à tous les abus dont souffre souvent la partie faible du contrat, c'est-à-dire les locataires. À la suite d'un long travail avec les experts et en vous inspirant des travaux parlementaires, vous avez eu assez de fermeté et d'audace pour bousculer les conservatismes et transcrire dans la loi de nombreuses propositions novatrices recommandées
par les rapports sur le sujet. Cela dit, la copie reste perfectible et nous vous proposerons au cours des débats des amendements pour améliorer certains points qui nous paraissent poser encore des problèmes, en particulier sur le dépôt de garantie, l'état des lieux et l'indemnisation en raison de travaux qui privent de l'usage de son logement au-delà de 7 jours. Permettez-moi de vous présenter rapidement ceux auxquels nous tenons en particulier. D'abord, un amendement sur une catégorie de travailleurs qui compte beaucoup pour les lieux de tourisme, qui connaissent des variations fortes en fonction des périodes de l'année, que ce soit à la mer comme à la montagne. Je sais que vous tenez à ces espaces qui donnent un charme particulier à notre pays et à ceux qui les font vivre. Je veux parler des travailleurs saisonniers. Il semble que vous les avez un peu oubliés. Mais nous avons un amendement déposé par notre collègue Joël Giraud pour réparer cet oubli et les inscrire pleinement dans l'article 1er qui n'intègre pas dans la catégorie de résidence principale les occupations de logements inférieurs à 8 mois pour des raisons de mobilité professionnelle. Concernant les syndics, nous vous proposerons un amendement de compromis sur le sujet du compte séparé pour mettre fin aux problèmes de travaux non engagés, de factures non payées et de devis gonflés. Avec le choix de la banque garantie, la diminution à 10 lots de la possibilité de dispense et dans ce cas des sous-comptes individualisés pour chaque copropriété, il nous semble que ce serait un bon équilibre. Il est temps de passer d'une logique de gestion financière à une logique de gestion patrimoniale. Dans leur majorité, les députés du groupe 2 RDP auraient souhaité un texte moins complexe, un texte plus conforme aux engagements du président de la République sur la simplification. Cela dit, nous sommes conscients que la tâche était rude, compte tenu de la spécificité des sujets et de l'ampleur des réformes nécessaires. Alors, Madame la Ministre, dans l'ensemble, ce projet de loi comporte de nombreuses avancées positives que nous saluons et vous pourrez compter sur le soutien des députés du groupe 2 RDP. Je vous remercie.